De retour sur le plateau du Figaro pour commenter ce remaniement qui se précise. Remaniement, on complète plutôt, plus qu'on remanie fondamentalement ce gouvernement. Des noms circulent. Rien n'est officiel pour l'instant. Il n'y a pas eu de communiqué de l'Élysée ou de prise de parole d'Alexis Collère sur le perron de la résidence présidentielle, même s'il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Le secrétaire général de l'Élysée ne devrait pas faire d'annonce. Il ne s'agit pas d'un gouvernement et d'une annonce extrêmement importante, donc on réserve plutôt un communiqué. C'est ça, William T, non? Ce que j'ai compris. Oui, tout à fait, c'est ce qui se préfigure. Alors qu'habituellement, tout le gouvernement est composé d'un coup. Oui. Là, on a un gouvernement qui est composé en 2 étapes, mais visiblement, plus rien n'est normal depuis 2017. Oui, exactement. William T, je rappelle que vous êtes président fondateur du think tank Le Millénaire. Bon, alors, il y a un nom quand même qui nous intéresse tout particulièrement, c'est celui de Nicole Belloubet, puisque c'est elle qui va devenir ministre de l'Éducation nationale. Ça, c'est quasiment sûr, 99,9%. Et c'est finalement la grande annonce, puisque c'est l'un des grands sujets depuis un mois maintenant qu'Amélie Oudéa-Castéra a été nommée et qu'elle est en difficulté. Oui, tout à fait. On a vu que depuis sa prise de fonction, Amélie Oudéa-Castéra n'avait pas rempli forcément les conditions pour rester à ce poste. Elle avait, entre guillemets, fait revenir la Macronie dans la situation originelle avant la nomination d'Attal à l'époque à l'Éducation nationale, donc à la situation de Pape Ndiaye, c'est-à-dire qu'une situation compliquée avec les syndicats enseignants, une situation compliquée en termes de ligne politique, dans la mesure où la ministre n'était pas en capacité d'apporter et de mettre en place la moindre réforme, dans la mesure où son discrédit personnel était important. La question qui se pose maintenant avec Nicole Belloubet, c'est est-ce que Emmanuel Macron et Gabriel Attal vont rester sur la ligne qui est celle de Gabriel Attal depuis l'été dernier sur les questions de l'éducation nationale, où justement Belloubet a été mise en place parce qu'elle est plus à gauche, notamment pour calmer les syndicats d'enseignants et les syndicats de professeurs, dans la mesure où il y a une sorte de fronde à l'éducation nationale depuis les propos d'Amélie Oudéa-Castéra. Tout à l'heure, on avait un instant Judith Ventrobe qui a été très critique, elle, envers Nicole Belloubet, on l'a compris, elle nous a rappelé ses sorties lors de l'affaire Mila, pas vraiment dans la ligne laïque qu'a prôné Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale pendant quelques mois, mais on peut vraiment imaginer que Emmanuel Macron change de pied sur cette question, alors que visiblement c'est très populaire ce qu'a fait Gabriel Attal à Matignon. Ouais. Mais c'est une véritable incertitude, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que Jean-Michel Blanquer avait porté la ligne entre guillemets républicaine, laïque, pendant 5 ans au ministère de l'Éducation nationale. Après l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron, pour parler à une partie de l'électorat de gauche qui avait voté pour lui au second tour de l'élection présidentielle, a choisi de mettre Pape Ndiaye, figure à diversité, portant notamment les théories importées des États-Unis sur le wokisme, etc. Voilà. Ensuite, après, Gabriel Attal a été nommé notamment pour faire un changement de pied avec celui de Pape Ndiaye. Mais le souci, c'est qu'actuellement, Amélie Oudéa-Castéra a cassé la dynamique d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal au sein du ministère de l'Éducation nationale, dans la mesure où un ensemble de points, un ensemble de secteurs sont actuellement au fronde contre le gouvernement. Ça veut dire, est-ce que Emmanuel Macron nomme Nicole Belloubet pour calmer et pour adresser un message au corps enseignant en disant nous avons fait une erreur avec Amélie Oudéa-Castéra et maintenant vous voulez mettre une figure de gauche capable de parler au corps enseignant, classique, etc. Ou est-ce qu'on maintient la ligne ancienne avec une méthode de gouvernance qui est différente? À l'heure actuelle, comme l'annonce de Nicole Belloubet n'est pas de confirmer, et en plus on n'a pas de déclaration de politique sur qu'est-ce qu'elle fera, notamment lorsqu'elle prendra la transition d'Amélie Oudéa-Castéra, on n'est pas encore en totale certitude de savoir ce qu'elle va faire. Malgré tout, je pense que le signal envoyé est quand même celui de pouvoir calmer l'affront des syndicats enseignants. Bon, nous verrons ce qu'il en est. J'imagine qu'elle va être très attendue lors de sa première prise de parole lors de la passation de pouvoir. Amélie Oudéa-Castéra, on le précise, elle reste ministre des Sports. Cela veut dire qu'Emmanuel Macron se déjuge un peu, mais pas totalement. C'est ça l'idée. C'est une des premières surprises de ce deuxième partie de remaniement, parce que d'habitude Emmanuel Macron avait établi une règle de celle de ne pas se plier, c'est-à-dire au phénomène médiatique, ce qu'il appelait, c'est-à-dire que lorsqu'un ministre était mis en examen, il n'était pas viré tout de suite, comme il était d'usage. Habituellement, ce qu'on appelait la doctrine Jospin, lorsqu'un ministre était mis en examen, il était licencié, ce qui n'était pas le cas notamment d'Éric Dupond-Moretti, de Gérald Darmanin, etc. Le deuxième point qui est quand même important, celui d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est Attal qui a imposé, Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a imposé à Emmanuel Macron le fait de virer Amélie Oudéa-Castéra. Ça, on en est sûr ?
Ah, ça, on est Oui. oui, on est sûr que Emmanuel Emmanuel Macron initialement, voulait la garder. il voulait la garder initialement. Gabriel Attal voulait sa tête parce que ce qui s'est passé lors de la prise de fonction d'Amélie Oudéa-Castéra, c'est que la ministre voulait aborder la question de ses enfants à Stanislas. Oui. Gabriel Attal lui a dit... J'imagine qu'on a dû se pencher sur la question lorsqu'on l'a nommé. On a dû se dire, tiens, on sait qu'il y a un sujet autour de ça. De ce qu'on comprend... Qu'est-ce qu'on fait et comment on répond? Non, mais de ce qu'on comprend, au premier jour, Gabriel Attal lui dit de ne pas en parler. Oui. Et la ministre, Amélie Oudéa-Castéra, insiste pour en parler. Et ensuite, après, vous voyez... on lui a posé la question, elle n'en a pas parlé d'elle-même, vous voyez ce qu'on comprend, c'est que Gabriel Attal voulait en sorte qu'elle n'en parle pas. Voilà. D'accord. Oui, mais lorsqu'on vous pose la question, vous pouvez dire je ne veux pas en parler, mais c'est pire. C'est ça que je ne comprends pas bien dans la communication. Ils savaient de toute façon... Nous, on était ici. Le jour où elle a été nommée, lorsqu'elle parlait, on était ici avec Emmanuel Rivière, sondeur. Et pendant qu'elle parlait, je lui demande, mais alors, ces enfants, ils sont dans le privé ou dans le public? Il me dit, on le saura dans la journée. Tous les journalistes et tous les observateurs se sont posé la question. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu une communication autour de ça pour éviter cet embrasement. C'est tout à fait la bonne question, et c'est pour ça que Rassemblement, Amélie Oudéa-Castéra ne restera pas longtemps au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Mais tout d'abord, le premier point, moi quand même que j'insiste sur l'analyse de ce remaniement, c'est que l'effet waouh induit par la nomination de Gabriel Attal à Matignon, qui devait propulser un grand souffle, a été battu en brèche par deux événements majeurs. Un, c'est les polémiques centrées sur Amélie Oudéa-Castéra, et le deuxième sur les polémiques centrées autour de François Bayrou. C'est-à-dire que l'objectif... Ah, vous trouvez? Moi, je pensais que vous alliez me parler des agriculteurs, parce que c'est surtout ça. Vous pensez que les Français, les polémiques autour de Bayrou... En tout cas, moi, je diviserais plutôt en catégorie interne et catégorie extérieure, c'est-à-dire ce qui relève de l'interne au sein de la majorité présidentielle, parce que l'objectif... c'est pas terrible. L'objectif initial de ce remaniement, initialement, parce qu'il ne pouvait pas prévoir forcément la crise des agriculteurs, c'était surtout tourner la page des dissensions au sein de la majorité après la loi immigration. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez plus de dissensions dans la majorité après ces deux remaniements qu'il n'y en avait avant la loi immigration? Est-ce que l'aile gauche s'est réconciliée avec l'aile droite? Est-ce que le MoDem s'est réconcilié avec le reste de la majorité présidentielle? Est-ce que les différentes composantes de la majorité présidentielle sont désormais soudées entre elles, alors que la Macronie subit sa plus grande crise depuis 2017? C'est quand même une question qui est posée. Et comme vous l'avez rappelé, ils font face à des crises extérieures qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus répétées, que ce soit la crise des agriculteurs, des futures élections européennes qui s'annoncent pas bonnes, où la Macronie reste quand même durablement en dessous des 20%, donc à plus de 10 points d'écart avec le Rassemblement national, et il est probable que des différents fronts de contestation en raison de la situation économique et sociale viennent s'agglomérer aux différentes luttes posées contre le gouvernement. On verra évidemment ce qu'il en est lors des premiers mots. On attend une annonce. Alors, ça a pris du temps. Pourquoi ça a pris autant de temps, William T? Je veux bien, je comprends. Oui, il faut discuter avec les uns et les autres, mais pourquoi ça ne s'est pas fait la semaine suivante de l'annonce de la première partie du gouvernement? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Vous avez raison de poser la question. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que à chaque fois qu'on a eu un exercice de remaniement gouvernemental, le président de la République a toujours été patient et prudent dans son approche, si ce n'est pas pour dire lent, dans sa prise de décision. C'est le premier élément qui permet d'expliquer ça. Le deuxième, c'est que vous avez la crise que vous avez évoquée, celle des agriculteurs, qui a retardé une grande partie des annonces, parce qu'il aurait été quand même mal vu. Il aurait été quand même mal vu de nommer un gouvernement alors que le gouvernement actuel était en train de gérer une des plus grandes crises sociales depuis celle des Gilets jaunes. Et enfin, il y a un dernier élément, ça veut dire que la composition d'un gouvernement aujourd'hui relève plus de tambouille interne au sein de la majorité présidentielle que de logique d'élargissement qu'on avait pu voir lors du dernier quinquennat. C'est-à-dire que lors du dernier quinquennat, Emmanuel Macron s'amusait à élargir sa majorité, soit à gauche avec l'ancien ministre du Travail, soit avec Édouard Philippe, soit avec Jean Castex, Olivier Dussopt, merci, soit avec différents ministres. Là, actuellement, il fait plus un casting pour garder la main au sein de sa propre majorité, c'est-à-dire qu'il doit composer avec les différentes composantes, donner 3 ministères à Édouard Philippe, donner 3 ministères à François Bayrou, ensuite après composer entre l'aile gauche et l'aile droite de sa propre majorité. L'aile gauche, il a envie de leur faire plaisir encore, pas sûr. Je ne sais pas s'il veut leur faire plaisir, mais en tout cas, il peut pas. Mais en tout cas, les garder. Il faut à minima qu'il les garde, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même marquant. Vous sentez vraiment une fronde possible de l'aile gauche de la Macronie dans les mois qui viennent là, à l'Assemblée nationale? Alors dans les mois possibles, non, parce qu'il y aura les élections européennes, donc de toute façon, chacun ne pourra pas apparaître comme le facteur de division qui sera jugé responsable de la défaite de la majorité présidentielle à l'élection. Par contre, qui sont les leaders de l'aile gauche de la Macronie? Elisabeth Borne? Ça peut être Elisabeth Borne et principalement Clément Beaune, c'est les noms qui circulent, et Sacha Houlié. C'est pas non plus Édouard Philippe, François Bayrou, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Oui, mais déjà, il doit faire en sorte de pouvoir ne pas avoir de problème avec eux aussi, ce qui est actuellement problématique. Donc ça veut dire qu'actuellement,
quand Emmanuel Macron a été élu en 2017 et quand il s'est présenté à la candidature à la présidence de la République en novembre 2016, il a voulu marquer une rupture très nette avec François Hollande. Alors la question qu'on peut se poser lors de ce deuxième partie de remaniement du début d'année 2024, c'est est-ce que le gouvernement n'est pas en train de petit à petit de se hollandiser? Ça veut dire que petit à petit, vous avez des frondeurs, vous avez des ministres qui tiennent, ou des personnalités importantes qui tiennent des discours qui sont antagonistes avec celles du pouvoir en place, et notamment entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Oui. Jamais lors du précédent quinquennat, vous avez eu des ruptures très fortes entre les différentes composantes de la majorité et le président de la République et son Premier ministre. Là, actuellement, vous avez eu Sacha Houlié lors de la loi immigration qui a dit clairement qu'il votait contre un texte admis par le président de la République et par l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne. Là, il avait lui-même travaillé en commission mixte paritaire. Pour voter contre juste après. Là, vous avez une des 3 composantes de la majorité, avec son président François Bayrou, qui dit que la ligne mène pas loin d'une difficulté très forte et d'une rupture entre le pouvoir en place et la province. Est-ce que vous pensez que ça peut être pertinent pour quelqu'un qui est quand même composante de la majorité, qui a aidé très clairement Emmanuel Macron à se faire élire, à réaccentuer le clivage entre le pouvoir central et les provinces, alors que le pouvoir central a toujours connu des difficultés, que ce soit avec la crise des agriculteurs ou celle des Gilets jaunes. Donc quand même, on voit bien qu'on a une ambiance de fin de règne qui pose une grande difficulté. Et moi, je trouve que les effets positifs de la nomination d'Attal, qui était celle de reprendre la main, de repartir à la conquête de l'opinion avec un certain effet positif, on l'a vu lors de la nomination de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, et différents points de changement, c'est-à-dire qu'ils ont résolu plus rapidement la crise des agriculteurs que celle des Gilets jaunes il y a 5 ans. Donc, le pouvoir est un peu plus rapide sur certaines questions. Mais tous ces effets-là ont été battus en brèche par les différentes polémiques, Amélie Oudéa-Castéra et François Bayrou. Oui, des noms qui tombent, il est 19h44, nous sommes en direct pour commenter ce remaniement. Frédéric Valletoux devrait être nommé ministre délégué chargé de la santé, en soutien donc de Catherine Vautrin, qui elle est ministre du Travail et de la Santé. On l'a dit, Nicole Belloubet devrait devenir ministre de l'Éducation nationale à la place d'Amélie Oudéa-Castéra. Elle n'aura donc pas résisté aux affaires qui l'entourent depuis maintenant un mois, mais elle reste quand même ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Fadila Khattabi, promue ministre en charge des personnes handicapées. Sabrina Agresti-Roubache, ministre déléguée à la ville, à la citoyenneté et à l'intégration. Voilà quelques noms qu'on peut donner. Est-ce que ça intéresse vraiment les Français, cette histoire? C'est-à-dire que là, on est en direct. Bon, très bien, on complète un gouvernement. Je pense que tout le monde voulait savoir qui allait s'occuper des transports. D'ailleurs, on n'a pas le nom. Qui s'occupe du logement? Alors, peut-être que la ville comprend cette question. Hein, mais bon, pourquoi ne pas se contenter de ces 15, là, ce 15 de France dont avait parlé Emmanuel Macron, quitte à mettre des directeurs de cabinet, voyez, ou seulement des secrétaires d'État dont on ne parle quasiment pas. Mais là, on va encore monter à 30 ministres, quoi. Oui, vraisemblablement, on sera à peu près un peu moins de 30 ministres pour dire avec histoire de dire. Histoire de dire. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Moi, je trouvais que l'annonce à 15 pouvait en rester là, avec quelques compléments 5 à 10 pour des questions techniques, ou en tout cas élargir les périmètres des ministres existants. Ça permettait de donner une équipe qui était plus soudée, donner plus de portée, plus de visibilité à chacun des ministres pour qu'ils puissent exister, incarner pleinement sa fonction, parce que les noms que vous citez sont tous des noms qui sont compétents dans leur domaine éventuellement, mais ce ne sont pas des personnes qui vont marquer l'histoire de la vie politique française, ou en tout cas qui marquent actuellement l'histoire de la vie politique française. Donc la difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est de donner du corps et du sens à son action publique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Mais là, ça fait pchit, vous voyez, autant de pas le faire. Non, mais ça fait pchit. Non, mais moi, je vous... Oui, parce que honnêtement, il y a un mois de ça, ça faisait pas pchit du tout. Non, cette équipe, elle avait, alors on aime ou on n'aime pas, mais elle avait de la gueule. Il y avait du sens. Il y avait du sens à son action. C'était Rachida cohérent. Dati, Gabriel Attal, avec Darmanin, Bruno, le maire, etc. Oui, c'est le 15 de France. Voilà, c'était une équipe qui était d'Emmanuel Macron. On pouvait être pour ou contre idéologiquement, mais en tout cas, tactiquement, politiquement et d'un point de vue communication, ça surtout lorsqu'on sait d'où vient Emmanuel Macron, il y a 7 ans en arrière, il n'y avait pas de poids lourds autour de lui. Là, il avait 15 poids lourds ou presque, avec des jeunes, des femmes. Voilà. Tout cet effet-là d'effet positif du remaniement, lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion, n'ont pas pris en raison des différentes crises que nous avons évoquées. L'autre point sur la question sur laquelle vous posez sur pourquoi est-ce qu'il faut nommer des ministres délégués et des secrétaires d'État, dire que vous avez un ensemble de champs qui relèvent de l'État, auxquels les acteurs intermédiaires, les catégories de professions regroupées ont besoin d'avoir un interlocuteur. Et c'est pour ça qu'on doit désigner des personnes capables de dialoguer avec elles. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez posé la question du logement, il y a actuellement une crise du logement. D'ailleurs, je vous donne le nom de la personne qui devrait devenir ministre du Logement, c'est Guillaume Kasbarian,
qui est actuellement député et surtout président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, qui est assez jeune, hein. Il est né en 1987 et il n'a connu que la Macronie, puisque il a commencé sa carrière politique en tant que cadre de La République En Marche en 2016. Voilà. Donc c'est lui qui devrait occuper le poste de ministre du Logement, et je vous laisse poursuivre, William Donc Tay. la clé de nommer un certain nombre de ministres, c'est de peut-être promouvoir certains profils, mais c'est pas ça l'idée principale. Je pense c'est surtout compléter l'équipe pour faire en sorte de pouvoir répondre aux différents problèmes et aux différentes demandes des différents acteurs portés sur différentes questions. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qui remontait notamment d'un point de vue des préfectures et du gouvernement, c'est qu'un certain nombre d'acteurs n'arrivaient pas à trouver un interlocuteur adéquat pour pouvoir dialoguer de ces problématiques, notamment parce qu'il n'y avait pas de ligne. Et lorsque vous n'avez pas de ministre, les administrations ne fonctionnent pas totalement, même s'il y a toujours une poursuite de l'activité de l'État, mais il n'y a pas forcément de ligne directrice sur quelle action et quelle est la ligne politique de chacun des ministères ou de chacune direction des différentes administrations. C'est pour ça qu'il faut nommer une équipe, et c'est pour ça que vous arrivez toujours à 30, en plus du fait de pouvoir composer une équipe qui soit équilibrée d'un point de vue parité, d'un point de vue territoire et d'un point de vue sensibilité politique entre les différentes composantes de la majorité, les différents équilibres politiques que l'on retrouve dans le pays et surtout au sein de la majorité présidentielle. François Bayrou n'intègre donc pas ce gouvernement, on le savait depuis hier soir, on a eu des précisions ce matin. Est-ce qu'il s'est mis en marge de cette majorité, François Bayrou, en marge même du MoDem, même s'il en est évidemment le leader incontesté depuis toujours? Il avait un poids auprès d'Emmanuel Macron, un poids peut-être surévalué, mais il était capable parfois de bloquer certains ministres. C'est ce qu'on disait, de bloquer Catherine Vautrin, selon les dires, les rumeurs, dans sa course à Matignon il y a quelques années. Il a 51 députés sous ses ordres, d'une certaine manière, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il vient de perdre toute crédibilité, François Bayrou ? C'est un jeu. De toute façon, depuis qu'Emmanuel Macron a été réélu, la plupart des acteurs sont concurrents et en même temps solidaires. Ça veut dire qu'en cas de défaite, ils perdent tous. Mais en même temps, ils sont concurrents parce que chacun essaie de jouer sa propre partition en vue de succéder à Emmanuel Macron. Je pense très clairement, on se le dit. À Édouard Philippe, à François Bayrou, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Ce move, comme on dit, de François Bayrou depuis hier est dans une optique présidentielle en vue de 2027. Mais d'habitude, il y a toujours un doute. Là, tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris. Mais surtout, même les Français qui ne suivent pas forcément la politique, ils ont compris là aujourd'hui. La question que vous posez, c'est qui est perdant ? Ils vont tous perdre dans cette affaire. Parce que si Bayrou lâche, parce que Bayrou a un poids qui relève, depuis la dernière élection présidentielle de 2017, d'environ 5 à 10%. Il pèse ça. Si vous prenez par rapport aux 100% que pèse l'ensemble du corps électoral, c'est pas beaucoup. Mais en vue de se qualifier au deuxième tour d'une élection présidentielle, lorsque vous allez affronter Marine Le Pen, avoir 5% pour passer devant Mélenchon, ça vaut beaucoup. Donc l'ensemble des acteurs comme Édouard Philippe, comme Gabriel Attal, s'ils veulent succéder un jour à Emmanuel Macron, doivent prendre en compte le poids politique de François Bayrou. Et il y a un deuxième élément qui est très important aussi. Parce que vous pensez vraiment que François Bayrou pourrait y aller tout seul pour faire 5%? Je n'exclus pas qu'il fasse 5% parce qu'il y a un courant politique qui existe, qui s'appelle la démocratie chrétienne et qui a toujours pesé dans ce pays un certain nombre de pourcents. Quel serait l'intérêt alors qu'il mettrait en danger finalement ce que lui appelle l'arc républicain en laissant la porte ouverte à Marine Le Pen, puis s'il le fait, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais vous pouvez poser la même question à l'époque à Christiane Taubira au Chevènement pour l'élection de Jeunes du Sport en 2002. Donc chacun des acteurs politiques n'est pas forcément un acteur rationnel qui raisonne d'un point de vue solidaire et pour forcément l'intérêt du bien commun. Sinon, ça se saurait. Le point qui est posé aussi, c'est qu'à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue. Si autant il pouvait passer outre François Bayrou lors de son premier quinquennat, maintenant il ne peut pas faire sans. C'est-à-dire qu'il pèse quand même 50 députés. Sans ces 50 députés, il n'est pas en capacité de faire passer un texte. Déjà qu'il a d'énormes difficultés à faire passer des textes qui ne soient pas consensuels. C'est-à-dire que tous les textes politiques peuvent être rejetés par les Républicains ou par une autre force politique. Là maintenant, ça va être encore plus compliqué sans le MoDem. Et il y a quand même une difficulté qui est majeure aussi. C'est que sans François Bayrou, d'un point de vue personnel, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu président de la République. Il faut quand même rappeler qu'en 2017, lorsqu'il y a eu les affaires François Fillon était toujours devant Emmanuel Macron dans les intentions de vote et devait affronter Marine Le Pen. C'est quand François Bayrou appelle à voter et scelle l'alliance avec Emmanuel Macron qu'Emmanuel Macron prend 5 points dans les intentions de vote, les fameux 5 points, et passe durablement devant François Fillon. Et ces 5 points, je pense que tout le monde s'en souvient, que ce soit Emmanuel Macron, Gabriel Attal ou Édouard Philippe.
19h52. William, tiens, je vais vous faire commenter les noms. Vous me dites si vous les connaissez ou pas et qui ils sont, comme ça, parce que vous êtes un fin connaisseur de la politique française. Donc, ça va nous donner une idée précise de l'impact que pourra avoir ce remaniement et ces nouveaux noms annoncés dans les différents ministères. Guillaume Kasbarian, nommé ministre du Logement. Oui, je crois que c'est un député de l'Eure-et-Loir, si je me trompe pas. Oui, exactement. Ouais. Bon, pas grand-chose à en dire. Un jeune je crois que c'est un spécialiste des questions économiques et je pense que la question qui est clé, c'était de relancer le marché du logement. Bon, nous verrons ce qu'il en est, mais c'est un jeune qu'on récompense finalement. Voilà. Olivia Grégoire, qui était ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, devient ministre délégué en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation. Bon, on change le titre. Le titre, c'est un peu plus élargi, mais c'est à peu près pareil. Oui. C'est à peu près pareil. Olivia Grégoire, éphémère porte-parole, fut un temps du gouvernement, mais qui, elle aussi, reste donc parmi cette équipe. Dominique Faure reste ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Sabrina Agresti-Roubache, promue ministre déléguée à la ville. Elle était déjà à la ville. Ministre déléguée à la ville, à la citoyenneté et à l'intégration. Oui, c'est ça. Donc, ça ne bouge pas pour elle. Fadila Khattabi, promue ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Voilà, donc c'est ce nouveau nom. Frédéric Valletoux, tiens, ça c'est intéressant. Oui, parce que ça, c'est nommé ministre délégué chargé de la santé. Ouais. C'est peut-être la première fois qu'il n'y a pas un ministre de la santé de plein exercice. Oui, depuis assez longtemps, je crois, depuis Roselyne Bachelot. Je ne me trompe pas sous Sarkozy, peut-être que oui, je crois que c'est ça, qui avait le ministère des Affaires sociales, je crois, au sens large. D'accord. Je pense que le point qui est posé sur Valletoux, c'est que Frédéric Valletoux, c'est un spécialiste des questions de santé, et surtout c'est pour donner un ministère de plus d'importance, notamment à Édouard Philippe, et je pense que le président de la République... pourquoi Édouard Philippe, puisque Frédéric Valletoux est député Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Et je crois qu'il est assez proche d'ailleurs. Oui, je crois qu'il est proche d'Édouard Philippe, et il a une fonction au sein du parti d'Édouard Philippe. Et je pense que l'idée, c'était de se dire que s'il y avait déjà des difficultés avec le MoDem, il ne voulait pas se créer des difficultés supplémentaires avec l'autre partenaire de la majorité, qui est Horizon. Un autre nom, et le plus important, celui de Nicole Belloubet, donc vous le savez, qui va remplacer Amélie Oudéa-Castéra à l'Éducation nationale. Elle a été ministre de la Justice, mais c'est une connaisseuse de l'Éducation nationale. Elle a été rectrice pendant plusieurs années à Toulouse, je crois, et à Limoges. Ouais. Donc c'est une connaisseuse. Moi, elle n'avait pas marqué forcément du fait d'un fer rouge son passage au ministère de la Justice, si. Non, elle n'avait pas forcément. Je crois qu'elle avait entrepris une réforme constitutionnelle qui avait été avortée avec l'affaire Benalla, si je me trompe pas. Vrai. Donc un ensemble de points qu'elle voulait mener n'a pas été mené jusqu'au bout. Moi, j'ai quand même un doute sur la portée de cette nomination. Je pense surtout que c'est pour contenter les syndicats de corps enseignants. Je pense principalement parce qu'il y a un véritable problème. Surtout que... Oui, mais les enseignants n'étaient pas plutôt favorables à Gabriel Attal. Si, mais ils sont vent debout depuis Amélie Oudéa-Castéra. Oui, mais bon, donnez-leur à Attal. Vous voyez ce que je veux dire Oui, mais Attal ne peut pas être ministre de tout. Oui, j'entends. Non, mais bon, c'est pour ça que je ne comprends pas bien ce choix de ne pas mettre quelqu'un dans la ligne idéologique de Gabriel Attal ou de Jean-Michel Blanquer, qui a eu plus de problèmes lui avec les enseignants, mais celle de Gabriel Attal qui visiblement avait rassuré les enseignants, rassuré les Français et fait un lien entre les deux. Je pense qu'ils avaient un problème de casting. Ouais. Ils ont un problème de casting depuis première partie du remaniement, parce qu'on a vu qu'ils avaient beaucoup de difficultés à trouver des femmes pour exercer des ministères de plein exercice. Oui. C'est-à-dire qu'on avait demandé, initialement, je ne suis pas sûr qu'Amélie Oudéa-Castéra devait avoir un tel ministère, et on a dû trouver des profils pour élargir, et même quand on regardait la composition du premier gouvernement, il y a des noms qui ont été ajoutés uniquement pour faire la parité avec Marie Lebec et Aurore Berger. Qui était déjà le ministre délégué. Voilà, alors qu'elle était plutôt déjà des ministres. Il fallait une porte-parole, mais oui, ministre délégué chargé de l'égalité homme-femme, par exemple, elle aurait pu être nommée aujourd'hui. Deuxième partie, tout à fait. Donc il y avait un problème de casting au niveau des femmes, il y avait surtout un problème de trouver des femmes à des ministères qui étaient considérés comme régaliens ou très importants. Et donc c'est là où je pense qu'ils avaient une difficulté. Ils avaient même envisagé de faire revenir Amélie de Montchalin au Quai d'Orsay. Ce serait peut-être malvenu, puisqu'on rappelle qu'elle a perdu l'élection, et puis c'est elle qui avait mis en place la réforme du corps diplomatique aussi. Bien sûr, qui était très mal vue par les membres du ministère. Donc on voit bien qu'ils avaient un problème pour trouver des femmes à des ministères importants. Donc comme elle a de l'expérience dans la gestion d'un grand ministère à l'époque Place Vendôme, peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont rappelé. Je pense que de toute façon, essentiellement, la ligne politique du ministère de l'Éducation nationale, à moins peut-être de quelques retouches, relèvera principalement de la ligne qu'avait posée Gabriel Attal. Même si je pense que la tendance Belloubet est plus proche
de Pape Ndiaye sur le fond que celle de Gabriel Attal. Oui, alors là, c'est là où je suis complètement perdu, vous voyez, puisqu'on passe de Jean-Michel Blanquer à Pape Ndiaye, à Gabriel Attal, à Amélie Oudéa-Castéra et Nicole Belloubet, qui serait donc dans la ligne de Pape Ndiaye, alors même que Gabriel Attal a convaincu et a dit qu'il emmenait avec lui l'éducation à Matignon. Bon. En tout cas, il y a des premiers points posés. On n'a pas de déclaration choc et ferme de Nicole Belloubet sur les questions d'autorité, sur les questions de laïcité. Nous verrons. Vous faites un procès d'intention, William T., comme Judith Weintraub tout à l'heure. Je précise. C'est pour ça que, pour l'instant, des éléments qu'on a, avant la déclaration de transition, lorsqu'elle prendra sur la suite d'Amélie Oudéa-Castéra, on n'a pas d'éléments qui pourraient indiquer un changement de pied. Après, il est possible que lors de son discours, elle acte la continuité de la ligne Attal et celle de Blanquer. Je précise quand même que Carole Grandjean, qui était à l'enseignement à la formation professionnelle, a annoncé dans l'après-midi qu'elle quittait son ministère. Seront écartés aussi Olivier Becht du commerce extérieur. C'est visiblement Olivia Grégoire qui élargit son ministère et qui récupère ce portefeuille. Laurence Bonne, Affaires européennes, qui devrait s'en aller. Et donc Agnès Firmin-Lebaudot à la santé qui quitte également, puisque Frédéric Valletoux donc, est nommé ministre délégué chargé de la santé. Merci beaucoup, William T. Alors on n'a pas tous les noms. Je ne sais pas vraiment comment va être faite cette annonce, puisqu'on attend un communiqué d'un gouvernement complet. Ça devrait arriver d'une minute à l'autre, parce qu'il est 20h et dans 40 minutes, Gabriel Attal est sur France 2 pour prendre la parole. C'est-à-dire qu'il va commenter lui-même son gouvernement immédiatement. C'est assez rare. Ça ressemble un peu à la sélection de l'équipe de France avec Didier Deschamps. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, nous verrons ce qu'en dit Gabriel Attal, qui revient donc donner une grande interview ce soir. Et nous suivrons ce que dit le Premier ministre. Merci beaucoup, William. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir regardés. Alors, c'est très simple. Vous avez cette page, lefigaro.fr, remaniement ministériel. L'annonce de la suite du gouvernement est imminente. Oui, en fait, on n'attend que l'annonce officielle puisqu'on connaît tous les noms ou presque depuis plusieurs minutes maintenant et on vous les a donnés ici en direct. Merci de nous avoir suivis. Excellente